l'enregistrement. Donc, bienvenue à tous à ce live Adapt sur la sobriété énergétique. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est comment j'ai réduit ma consommation d'énergie de 30%. Donc, moi, je suis Adrien, je suis le fondateur d'Adapt. Je connais bien les sujets énergie, climat, et j'essaye en fait de les appliquer à moi-même. Donc, je vais vous partager deux choses. Premièrement, une méthode qu'on a développée chez Adapt pour vous aider à très rapidement en fait cibler les principales actions d'économie d'énergie. Et ensuite, je vous partagerai un petit peu mon retour d'expérience personnelle. Et aujourd'hui, c'est exceptionnel. On a 3 invités surprises. Donc, je vais te laisser te présenter, Nicolas, s'il te plaît. Donc Nicolas, j'habite en région parisienne et je suis Adapt depuis quelques mois maintenant, que j'ai découvert grâce à une autre startup qui travaille également sur le sujet de l'électricité. Ben, j'essaye aussi en tant qu'adapteur du coup d'accompagner Adapt sur les différents sujets en termes de expérience client en vue de vos futurs projets. Super, bah voilà, tu connais très bien aussi le monde de la voiture électrique. Tout à fait, je roule en électrique depuis, maintenant, 7 ans. Ça fait 7 ans que, j'ai commencé la transition, en termes de véhicules électriques et petit à petit, chaque véhicule du foyer ont, petit à petit été, changés, pour, devenir, des véhicules électriques depuis 2 ans et demi maintenant, je roule en full électrique à la maison. Super, bah ça fera peut-être dites-nous hein, si ça vous intéresse d'avoir un prochain live dédié à ce sujet. En tout cas, j'ai hâte d'avoir ton témoignage. Ensuite, on va passer la parole à Johan. Donc, Johan, je vais essayer de te passer la parole et surtout de mettre ta capture d'écran, enfin le zoom. Donc, je te laisse te Ah, présenter. bonjour, donc Johan. Alors, moi, c'est mon parcours, c'est que je suis passionné par ce qui est énergie, climat. Et on va dire après avoir fait un bilan carbone où j'étais, je pense, comme n'importe quel Français moyen, je me suis pris un peu au jeu de essayer de descendre en fait ce poids CO2 dans ma vie, euh, sans vraiment en réalité rogner sur mon niveau de vie, mais en changeant pas mal d'habitudes. Voilà. Et donc voilà, je suis descendu aujourd'hui à un peu moins de 4 tonnes par an, ce qui est quand même très faible, on va dire, pour un Français aujourd'hui, mais en le vivant très très bien. Voilà. Donc il y a l'électricité, mais il y a pas que ça, bien sûr. Super. Donc, moi aussi, j'ai hâte d'avoir aussi tes retours. Et on a du coup une troisième personne qui a voulu témoigner, c'est Martine, qui est notamment représentée par Régis. Enfin, je sais que Régis est en tout cas dans le spectateur aujourd'hui, qui du coup a répondu à une trame de questions que je lui ai envoyées. Donc moi, je lirai en fait son témoignage tout à l'heure et voilà, elle a fait des actions super. Très bien. Bah, écoutez, je propose de démarrer tout de suite. De rentrer dans le cœur du sujet. Je vois pas beaucoup de commentaires sur le chat, donc dites-nous hein, si vous avez des questions ou si tout est clair. Donc peut-être sur l'agenda, donc comme j'ai dit, on va parler de la sobriété énergétique et des réductions de consommation d'énergie. On aura, je pense, un premier peut-être 15-20 minutes sur un peu de fond pour vous expliquer un peu une méthode sur comment on peut prendre le taureau par les cornes. Et ensuite, on aura effectivement le côté un peu c'est mon choix. Vous allez en fait, je vais mettre mes invités à profit pour qu'ils puissent donner leurs exemples. Et pour information, on fait régulièrement ce type d'événement. On a pas mal de vidéos sur notre chaîne YouTube sur différents sujets de la transition énergétique et écologique appliquée à l'énergie à la maison. Donc je vous invite à aller voir en tout cas cette chaîne YouTube. Évidemment, vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour être tenu au courant. Si vous avez des idées de prochaines éditions sur la pompe à chaleur, sur la voiture électrique, sur comment on peut aider ma commune à économiser de l'énergie, voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Nous, on aime bien en tout cas ce format des lives Twitch. Euh, voilà, donc si tout est clair, je passe. Alors, je vais du coup essayer d'aller assez rapidement en fait sur ce sujet-là un peu théorique. On a une recette magique pour réduire la consommation d'énergie à la maison qui tient en 6 points.
Alors, on a un parti pris, c'est qu'effectivement, quand on parle de réduction de la consommation d'énergie, il y a toujours un espèce de rapport efficacité, rapidité à mettre en place. Parce qu'il y a des actions qui sont plus ou moins impactantes, qui vont mettre plus ou moins de temps à se mettre en place, qui dépendent vachement de vous. Donc, du coup, on propose cette trame pour y répondre. On pense que c'est le meilleur arbitrage. Premièrement, il faut mesurer le problème. Euh, de quelle consommation d'énergie on parle, comment on peut, enfin d'où on part, quoi, à quoi on se compare, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est beaucoup. Deuxièmement, chasser l'éléphant dans la pièce. Donc dites-moi d'ailleurs sur le chat d'où vous venez, mais en fait, si vous habitez par exemple en Europe continentale, il est probable que 70% de votre consommation d'énergie à la maison soit liée en moyenne au chauffage. Donc du coup, c'est bien en tout cas de commencer en tout cas par ce gros morceau qui représente l'essentiel de votre consommation. Ensuite, il y a des actions qui peuvent être faites assez rapidement pour supprimer les consommations inutiles rapidement, mais gagner quelques centaines d'euros par an. Il y a bien sûr la question de l'efficacité énergétique, ensuite, ce qui est différent de la sobriété énergétique, donc je vais bien expliquer la différence entre les deux. C'est vrai que c'est des mots qu'on emploie beaucoup actuellement, et c'est bien de les définir et de vous proposer en tout cas des actions là-dessus. Et enfin, il y a la question évidemment des subventions et de l'aide complémentaire, parce que comme vous le savez, sur certaines actions de changement d'équipement ou de rénovation, il y a possibilité effectivement d'optimiser en tout cas une partie de ces choses-là et de se faire accompagner. Donc si ça vous va, je vais du coup présenter cette recette magique. Nicolas et Johan, je vous laisse peut-être compléter si vous le voulez. Enfin voilà, c'est des choses qui vous parlent, n'hésitez pas. Non, je pense qu'on interviendra au fur et à mesure, Ok. quand tu vas avancer. Ouais, et je valide totalement, là, enfin, c'est que l'ordre, on l'avait pas préparé avant, mais je valide totalement, je voulais parler en numéro 1 justement de mesurer. Donc je pourrais en parler sur au moins le type de mesure que j'ai pu faire. Super. Donc peut-être pour commencer sur la situation de départ, sur la mesure à qui on se compare et quelles sont nos possibilités. Évidemment, en fonction d'où vous habitez, de la rigueur climatique locale, de si vous êtes en fait propriétaire ou locataire, de si votre appartement c'est une passoire énergétique ou non, de si vous vous chauffez au gaz ou à l'électricité, vous allez avoir évidemment des actions qui vont être assez différentes. Donc nous, on essaye, merci en tout cas sur le chat là, pour vos commentaires, c'est hyper intéressant. Nous, on essaye de proposer une méthode qui s'applique à tout. Et dans les conseils personnalisés qu'on donne chez Adapt, justement, il y a ce côté panorama énergétique pour justement vous orienter vers les bonnes actions. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je suis le fondateur d'Adapt. Donc, Adapt, c'est la météo-électricité. C'est un outil qui aide en fait les consommateurs d'énergie, comme vous et moi, à consommer l'électricité au bon moment. Donc, je demanderai à quelqu'un de mettre le lien dans le live si ça vous intéresse. Donc sur la mesure, il y a un deuxième point aussi. Alors je sais que c'est un sujet, enfin, comment dire, pas forcément tabou, mais il y a quand même, je trouve, une question de est-ce que, tu vois, sur un logement identique, on consomme tous la même quantité d'énergie? Alors j'ai vu que tu avais partagé un article là-dessus. Il y a une étude de l'APUR, donc c'est l'agence parisienne d'urbanisme, qui a pas mal tourné récemment sur Twitter. Où en gros, alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur votre écran, si vous regardez ça sur un ordinateur ou un smartphone, mais en gros, on a la consommation annuelle d'énergie, donc gaz, élec et chauffage urbain, par kilowattheure, par habitant, par an, en 2020 à Paris. Et là où il y a eu beaucoup de commentaires, en fait, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, les quartiers les plus riches de Paris, donc notamment dans l'ouest de Paris, on voit qu'on a une consommation qui est quasiment du double par rapport à d'autres quartiers de Paris, on va dire peut-être plus populaires. Alors, faut se méfier de ce chiffre-là, parce qu'en fait, ça dépend vachement de la surface de l'appartement, de l'état en fait, de rénovation énergétique du bâtiment. Il y a effectivement des biais positifs ou négatifs sur ce type d'analyse. En tout cas, ce qui frappe, et moi, quand je parle à pas mal d'associations qui s'occupent en fait de gérer la précarité énergétique au sein des ménages les plus modestes, il y a quand même une réalité qui est que, en général, quand on est plus pauvre et qu'on paye soi-même les factures d'énergie, bah en fait, alors peut-être qu'on est plus nombreux dans le logement, peut-être qu'on a un logement plus petit, mais en tout cas, on fait attention et on consomme moins d'énergie. Donc, tout ça pour dire, je te laisserai rebondir, c'est un sujet délicat. Tout ça pour dire que si vous êtes
pauvre, en fait, si vous êtes dans une situation de précarité énergétique, si vous avez du mal à, joindre les 2 bouts, à la fin du mois, en fait, il est probable que vous ayez déjà, en fait, de vous-même, optimisé une partie des consommations. Néanmoins, j'espère que les conseils qu'on va vous donner aujourd'hui, les exemples qu'on vous donnera permettront à tout le monde de pouvoir, en fait, quand même, réduire, leur consommation et aussi réduire, en fait, leurs factures. Alors, je souhaite quand même dire 2 mots, sur cette carte si tu le permets. Parce qu'effectivement, cette carte a énormément tourné, Mmh. sur les réseaux et dans la presse ces derniers temps. Effectivement, quand on superpose, cette carte de consommation individuelle, parce que là, on parle bien de consommation annuelle d'énergie par habitant, enfin, il y a 2 ans. Alors effectivement, en 2020, il y avait aussi, le sujet Covid et le sujet, de télétravail qui s'est développé et cetera. Mais quand on superpose cette carte avec, la carte et des revenus moyens, de chaque foyer, eh bien, on peut se rendre compte que, on a effectivement, les mêmes éléments. C'est-à-dire qu'à l'ouest de Paris, c'est plutôt connu, pour avoir les revenus enfin, pour avoir des habitants qui ont les revenus, les plus élevés et à l'est de Paris, plutôt les catégories, plus populaires. Mais c'est assez représentatif, de l'aspect, quand on a les moyens, on fait moins attention et quand on est, juste en termes de budget, ben, on fait, beaucoup plus attention et là, en l'occurrence, on se rend compte, notamment, je vois sur cette carte des petits carrés qui sont, très, très bleus, donc avec une consommation qui est, qu'on peut considérer comme extrêmement faible. Mais je pense qu'il y a moyen aussi de s'inquiéter un petit peu pour les personnes qui habitent dans ces zones-là, puisque en réalité, ben, quand ils coupent le chauffage, c'est essentiellement parce qu'ils n'ont pas les moyens de le payer. On a pu voir une explosion du prix de consommation, enfin des prix de l'énergie, que ce soit le gaz, que ce soit l'électricité. Là, par exemple, dans mon cas, l'année dernière, je m'étais retrouvé c'était l'année dernière ou en début d'année, j'ai plus exactement la notion exacte. Mon fournisseur de gaz, avec une mensualité où j'étais à peu près à 120 euros par mois de gaz, me disait, je reçois un mail avec le nouvel échéancier et c'est passé à 350 euros ou 400 euros par mois. Mais ça, il faut avoir les moyens de pouvoir payer ça. Et en l'occurrence, bon, j'ai réussi à trouver un autre fournisseur pour baisser le prix. Donc, parmi les astuces, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a aussi le sujet de eh bien, challenger les différents fournisseurs et les différentes offres et réussir à les décoder. Parce qu'effectivement, Ouais. décoder une offre, bah, c'est pas facile. J'en discutais avec quelques-uns sur des groupes de voitures électriques où on s'entraide aussi sur le choix des fournisseurs. On peut voir que les offres sont pas du tout lisibles. C'est-à-dire qu'il y a un vrai manque de standardisation de la communication sur le sujet de, bah, pour comparer une offre à une autre, savoir combien on va payer, etc. C'est extrêmement compliqué. Et là, on se retrouve avec des personnes qui, d'une part, n'ont pas accès à l'information sur leur possibilité de changer de fournisseur et de savoir quelles sont les offres qui sont les plus adaptées. Le sujet de, eh bien, effectivement, ils ne sont pas propriétaires de leur logement, donc ils n'ont pas la capacité, on en parlait tout à l'heure en aparté avant le démarrage, sur la possibilité de faire des travaux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le bailleur qui doit faire des travaux, sauf que le bailleur, bah, lui, il va encaisser le loyer, il va pas forcément avoir intérêt eh bien, à isoler son appartement, puisque c'est pas lui qui y habite, c'est pas lui qui paye la facture d'électricité, c'est le locataire, enfin d'électricité ou de gaz hein, de manière générale, c'est le locataire. Et donc du coup, il faut voir quels sont les leviers qui peuvent être activés par les pouvoirs publics pour eh bien, inciter à cela. L'incitation soit fiscale, soit incitation avec l'aide, avec peut-être une avance sur les travaux pour permettre aux gens de pouvoir avancer, parce que aussi ces travaux sont extrêmement chers et tout ça s'ajoute petit à petit. Enfin, on est en train de traverser une crise énergétique et en fait tout ça nécessite eh bien certains accompagnements et convaincre aussi les bailleurs que en réalité investir dans leur logement, bah, c'est à la fois faire gagner en confort pour leurs locataires, c'est aussi du coup faire baisser la facture de leur locataire. Ils me diront oui mais ça m'intéresse pas personnellement puisqu'en fait c'est pour le locataire. Ouais. Bah, en fait ça peut aussi augmenter la valeur de leurs biens, donc il faut aussi leur montrer l'intérêt
et les inciter à faire que, à la fois c'est bon pour la planète, parce qu'en fait, si on baisse la consommation globalement, bien, du coup, ça agit sur les différents sujets d'impact. Et Johan tout à l'heure parlait des impacts sur la planète de notre comportement, mais ça agit sur le porte-monnaie Et si je veux rajouter un point là-dessus, la complexité, elle est même pas forcément au niveau d'un propriétaire et d'un locataire sur un appartement. Il peut se lier au niveau d'une copropriété aussi. où on a une complexité avec même des immeubles où c'est mixte. Et on peut même avoir certains propriétaires qui se disent, bah, moi je suis très âgé, j'aurais pas le temps d'en profiter, on va dire, de la rentabilité de l'opération, sachant que ce qui est souvent le plus efficace, c'est des isolations par l'extérieur. Donc il y a cette complexité-là. Et c'est vrai qu'à titre personnel, moi je vais en parler tout de suite, mais à titre personnel, j'étais dans un immeuble où j'étais locataire, j'avais beaucoup de frais liés au chauffage. Très clairement, ça faisait partie des points, c'était pas le seul. Et parmi les options dans mon déménagement, ce que j'ai pris en compte, c'était le côté, alors c'était un immeuble, mais où les travaux étaient en train d'être faits d'isolation par l'extérieur. Parce qu'il y avait eu un bon ratio entre les propriétaires qui voulaient le faire, certains propriétaires qui disaient de toute façon on va y avoir le droit, le côté aide aussi qui était bien ciblé. Et donc, alors, j'ai suivi ça de près aussi, mais du coup, ça fait partie du jeu. Mais il y a cette complexité-là qui est pas évidente, peut-être encouragée maintenant par la loi où certains logements mal isolés vont perdre de la valeur. Et donc, certains propriétaires qui ne sont pas directement les gagnants de l'histoire vont peut-être être un peu plus, on va dire, incités à le faire. Mais clairement, c'est c'est à prendre en compte. Ouais. Et effectivement, et ce que tu dis là est très important parce qu'en plus, il faut réussir à différencier ce qui est de l'ordre de la maison individuelle. J'ai vu qu'il y avait des auditeurs qui sont en maison individuelle et ceux qui sont en copropriété parce que alors, sur la partie électricité, quand on est en copropriété, on a notre contrat individuel, etc. Et après, en copro, ça va dépendre aussi de l'ancienneté de la copro puisque les plus anciennes copropriétés, en général, elles ont un système de chauffage collectif et elles ne rentrent pas du tout dans le système des boucliers qui sont mis en place par les pouvoirs publics en termes de régulation des prix. Et donc l'impact et la sensibilité les évolutions des prix est différente également en fonction si on est ou pas dans un cadre protégé, on va dire, ou au contraire où les compteurs sont à de tels niveaux que eh bien, les copropriétés ne peuvent pas accéder. Et c'est le cas aussi pour les communes. Je ne sais pas si j'en parle maintenant sur les impacts pour les communes. C'est pas comme tu veux. Je propose qu'on en reparle juste après, parce que je pense Ok. que s'il y a des gens qui viennent ici, qui ont qu'une demi-heure et qui veulent juste avoir les conseils, enfin en tout cas merci à tous pour vos remarques. Enfin, j'ai noté plein de sujets hyper intéressants sur la rénovation énergétique, sur comment on arrive à convaincre son propriétaire ou la copropriété de faire des travaux. On en parlait d'ailleurs juste avant sur la question de l'étiquette du DPE qui peut aussi prêter parfois à confusion. Il y a aussi effectivement la question de la crise de la crise énergétique qui touche effectivement les communes qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire. Il y a aussi, vous n'avez pas parlé, mais il y a le problème des bailleurs sociaux, parce qu'en fait, il y a des bailleurs sociaux qui en fait refacturent l'énergie à leurs locataires, mais c'est eux en fait qui ont les contrats qui sont supérieurs à 36 kVA et qui se prennent en fait des très très fortes augmentations, enfin pour tout ce qui est chauffage collectif. Bah, bon, voilà, je pense que c'était une très bonne introduction, cette carte. En tout cas, beaucoup de réactions. N'hésitez pas en tout cas à vous faire vos retours. Effectivement, c'est bien la consommation d'énergie pour le chauffage et l'électricité, hein, pour répondre à Mamie Alix qui a vu le titre. Du coup, je propose d'avancer. Donc, sur les conseils un peu théoriques, macro, premier point, c'est mesurer le problème. Mesurer le problème et avoir des points de repère. En fait, c'est facile. Quand on veut perdre du poids, en général, le premier truc à faire, c'est s'acheter une balance. Et ben, quand vous voulez réduire votre consommation d'énergie, c'est pareil. Il faut s'acheter enfin, pas besoin de s'acheter une balance, mais il faut avoir un système de mesure. Donc moi, ce que je conseille, si vous habitez en France continentale, donc dites-nous dans le chat où est-ce que vous habitez. Si vous habitez en France continentale, vous pouvez facilement vous connecter au compteur communicant Linky. Il est fait pour ça. Il n'y a que 1% des gens qui se connectent à Linky, c'est lamentable. Nous, on a fait un petit guide hyper simple à utiliser. Donc je veux bien que mes camarades le mettent dans le chat et on le mettra après dans la description si ça vous intéresse,
pour que en fait, vous puissiez facilement en fait, avoir cet historique de consommation, sur l'électricité. Sur le gaz, il y a évidemment, Gaspard. Il y a aussi des valeurs moyennes qui existent. Donc nous, on a fait un petit outil, de chauffage là que tu as pu tester qui, normalement, doit juste servir un peu à donner un ordre de grandeur de normalement, statistiquement, où est-ce qu'on se situe, en termes de consommation d'énergie. Merci en tout cas pour le lien vers le compte Enedis. Voilà, donc premier point, mesurez votre consommation globale, faites-le sur la maille annuelle, sur la maille mensuelle et pourquoi pas sur la maille quotidienne. Regardez un petit peu l'écart de consommation entre les moments où il fait froid et les moments où il fait chaud. Regardez l'écart de consommation par rapport à quand vous êtes chez vous, quand vous n'êtes pas chez vous. Voilà, et tout ça, en fait, vous allez le voir grâce au compteur communicant, c'est gratuit. C'est gratuit, Je- donc il y a les liens effectivement de Régis. Nous, pour vous aider en fait à créer le compte, nous on a fait un guide, donc on pourra vous partager. Je ne sais pas s'il y a des camarades qui m'écoutent qui peuvent partager le lien sur le chat. Voilà, Juste, pour je ajouter t'en prie. un petit point sur la mesure, euh, il y a, alors pour ceux qui sont chez EDF, c'est pas tout le monde, hein, mais parce qu'en fait, il y a une mesure qui peut être assez imprécise avec Enedis. Ça permet de donner une maille mensuelle, annuelle, etc. Pas forcément sur qu'est-ce qu'ils consomment chez soi. Et au moins EDF l'a fait. Alors, ça veut dire qu'il y a un double consentement, ça veut dire qu'on a approuvé le fait qu'il y ait de la Linky communique régulièrement, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas une mesure, je ne sais plus, je crois que c'est journalière, qu'il fasse bien une mesure un petit peu précise tous les quarts d'heure, je crois. Il y a une analyse qui est faite et du coup, ça permet, une fois qu'on a donné le consentement, à avoir une répartition. Alors c'est de l'analyse, hein, c'est pas mesuré chez soi, c'est de l'analyse, mais elle est super bien faite parce que j'ai mesuré moi des appareils et j'ai vu qu'en fait c'est quand même assez bien précis, qui vont faire une répartition en disant on consomme tant en éclairage, on consomme tant en chauffage, on consomme tant sur le chauffe-eau, on consomme tant sur le frigo, etc. C'est fait parce que les profils de consommation sont pas les mêmes. Par exemple, un frigo, il va faire des petits pics de temps en temps. Une machine à laver, elle va faire un gros pic pendant une demi-heure. Enfin voilà, donc c'est des profils. Ils arrivent à le voir. Du coup, ils arrivent à faire des grosses patates de consommation et du coup, ça donne des indices sur bah, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse chez moi. Voilà, donc c'est sujet à un double consentement. Je crois qu'il faut le faire à la fois côté Enedis, sur le site d'Enedis. Donc il y a des liens qui passent dans le chat. Il faut le faire aussi chez EDF. Et après, derrière, on a des super tableaux de bord qui permettent d'analyser ça. Et voilà, c'est assez précis. Et le deuxième point, si vraiment on veut juste voir, tiens, je veux tester tel appareil, on va directement sur Linky, il y a le bouton, on appuie dessus et on peut voir la consommation. Alors c'est tout l'appart hein, ou la maison. On peut voir la conso, on allume l'appareil, on réappuie pour voir c'est quoi la conso et on voit tout de suite ça monte et du coup on fait la soustraction et on sait bah tiens mon appareil consomme tant. Voilà. Ça c'est très bête mais ça marche. Ouais, c'est Après, ça reste un. des estimations par rapport à une IA, une intelligence artificielle qui va tenter d'analyser les choses. Après, Le premier point, ouais, c'est la très, première chose, le tableau de bord. voilà, ça reste C'est grosse maille, hein. C'est une grosse maille mais c'est assez estimation précis. Ouais, et ce c'est une sera estime. jamais aussi précis, parce qu'en fait, même si, comme tu dis, les profils sont légèrement différents et donc ça permet d'essayer de deviner. Après, ça reste assez Ouais. imprécis. C'est-à-dire que globalement, entre un four et une voiture électrique, le Linky est incapable de faire la différence. Et ça, c'est Alors, quand même Ouais. oui, c'est bien ce que je dis, hein, c'est bien de l'analyse a posteriori. Le je Linky, lui, préfère, voilà, il voit juste la consommation globale de toute la maison. c'est Donc, ça. c'est bien de l'analyse. Après, en termes de règles, entre un appareil, par exemple, j'ai regardé sur mon frigo. Alors, moi, j'avais fait le calcul en euros. Hein, j'avais fait le calcul en euros. Il y en avait un qui me disait 60 euros, l'autre me disait 63 euros. Oui, Enfin, c'est une fois des que j'avais estimations. calculé avec une mesure, non, mais une fois que j'avais fait avec vraiment une mesure électrique d'un côté et ce que me sortait le tableau de bord. Donc, c'est de l'analyse, c'est de la grosse maille, on est d'accord, c'est de Mm. l'analyse big Ouais. data hein, Non, mais derrière qui c'est est faite. juste, je me permets Elle juste n'est de pas si préciser imprécise ça que par ça, ouais. rapport à tout l'enjeu et tout un Oui. peu les débats qu'on a pu entendre autour des gens qui refusaient le Linky sur l'aspect attention, contrôle, etc. Et aussi sur les sujets qui commencent à arriver sur la taxation des voitures électriques, où en l'occurrence, on vient de nous expliquer que on va taxer la recharge à domicile par ce biais-là, etc. Alors même que quand tu prends justement par rapport au deuxième point que tu disais sur quand on veut regarder la différence et savoir combien consomme, tu allumes ton four, tu branches ta voiture, en fait ça va monter de 3200 watts en même temps, mais en fait on ne sait pas lequel des deux est allumé quoi. Enfin voilà. Ouais.
Alors peut-être, Ouais. je pense que désolé, je vais devoir un peu clôturer le débat pour avancer, parce que je pense que on a des auditeurs qui sont là pour avoir des conseils assez génériques. Personnellement, je pense que le sujet de la désagrégation des courbes de charge de chaque équipement, pour moi, on est plutôt sur un niveau 2 en fait. Niveau 2, je pense qu'il y a un premier niveau 1 qui est juste d'analyser les consommations Linky et de déjà regarder si on est chauffé à l'électricité, bah, la différence que vous allez avoir entre juste les mois chauffés et les mois pas chauffés. Et voilà. Justement, c'est une très bonne transition pour le point suivant. Avant de vous amuser à calculer la courbe de charge de votre four ou de votre frigo, je vous demanderai de d'abord vous concentrer sur l'éléphant dans la pièce. C'est vraiment le chauffage, normalement. Alors, sauf si si vous habitez en Guadeloupe ou ailleurs, hein. Euh, alors là-dessus, c'est simple, il faut d'abord mesurer et suivre la température. Tout le monde le conseille, vous achetez un thermomètre, ça coûte 10 euros et ce sera le juge de paix. Et donc, si vous êtes plusieurs habités dans le logement, vous dites, bah voilà, à combien on veut chauffer la chambre de l'enfant, à combien on veut chauffer la chambre à coucher, à combien on veut chauffer en fait les parties communes. Et en fait, avec ce thermomètre, ça fera foi et puis vous pourrez en fait négocier, faire des compromis. Donc c'est pas des syndics de copro, mais c'est des syndics d'appart pour justement définir vos températures de chauffe. Et vous pourrez dire, bah voilà, je pense qu'on peut être à 18 degrés dans le salon le soir, etc. Deux premières actions. Ensuite, il faut évidemment isoler thermiquement votre logement. Alors ça, c'est pas faisable par tout le monde et c'est pas forcément faisable à court terme. Néanmoins, il y a il y a des petits quick hacks. Vous pouvez par exemple acheter des rideaux qui couvrent bien vos fenêtres, vos boiseries ou votre porte s'il y a un petit peu de déperdition. C'est très facile, hein. Vous voyez bien, hein, si vous sentez de l'air, c'est qu'il y a forcément un trou. Enfin, moi, dans mon immeuble, il y a clairement des gens qui ont des trous dans la porte. Donc, à mon avis, eux, cet hiver, ils devront s'acheter un rideau. Il y a évidemment la rénovation énergétique globale, mais ça, j'en parlerai après. Le quatrième point, c'est sur le confort corporel ressenti. Alors, ça, c'est un peu la base de tous les théoriciens des low-tech. En fait, il faut faire attention. L'objectif, c'est bien de réchauffer nos corps et pas de réchauffer des volumes d'air immenses. Donc, ce que faisaient les anciens, par exemple, c'est qu'il y avait un poêle à bois dans le centre de la pièce et en fait, toute la vie était organisée autour de ce poêle. Et du coup, voilà, ça réchauffait en fait tout le monde. Donc ayez aussi ça en tête. Ça sert à rien d'avoir en fait un radiateur qui est à l'autre bout de la pièce, dans un coin où vous allez jamais. Essayez de rapprocher en fait vos moyens de chauffe de là où vous êtes. Et évidemment, mettez un pull, mettez un sous-pull, mettez une polaire, mettez des bonnets, des chaussons. Alors, tu vois que c'est des vrais chaussons, hein, Nicolas, tu peux témoigner. Ça, c'est mes chaussons. Et il y a aussi une question d'optimisation de la rechauffe. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vous absentez, par exemple, vous partez en vacances pendant une semaine, vous pouvez effectivement couper le chauffage à 100%. Et si vous avez un système de thermostat connecté à distance, bah, vous pouvez en fait un peu anticiper la rechauffe pour éviter de trop consommer à un moment pour le réchauffer. Voilà. Donc en gros, avec des thermostats qui coûtent 10 euros, une grosse polaire, un gros pull, des bons chaussons pour vraiment améliorer le confort ressenti, vous pourrez en fait normalement économiser de la consommation sur ce poste principal. Alors moi j'aime bien parler en euros en fait, parce que les kilowattheures, personne ne sait ce que c'est. Il faut être honnête, hein, à part, enfin, on est une minorité à savoir ce que c'est qu'un kilowattheure. Par contre, les euros, ça parle à tout le monde. Donc avec les nouveaux tarifs réglementés de vente, l'ordre de grandeur du coût pour le chauffage d'une maison qui est mal isolée, disons qu'il y a environ 100 mètres carrés à chauffer, c'est 2610 euros TTC par an en électricité, hors partie abonnement. Et pour le gaz, c'est l'équivalent de 2050 euros. Donc, si vous cherchez, je reviens à la diapo précédente, si vous cherchez en fait à faire des économies d'énergie et des économies financières, il y a, voilà, on peut passer, je préfère qu'on passe 15 minutes sur le chauffage et 5 minutes sur le reste, mais ça, c'est vraiment la priorité. Et c'est des choses qui sont pas claires. En tout cas, dites-le nous dans le chat. Nous, on pourra vous repousser du contenu personnalisé à ce sujet. On est en train de tester aussi, toi tu l'as testé, mais une espèce de petite calculette qui vous estime très rapidement en fait la consommation de chauffage pour pouvoir la comparer avec d'autres logements.
Bah, après, tout ça dépend aussi du fournisseur. Parce qu'effectivement, en euros, en fonction de son fournisseur, bah, ça va être plus ou moins. Après, là, les valeurs que tu donnes, là, je me rends compte que je suis très très mauvais. C'est-à-dire que là, j'ai sous les yeux ma facture de gaz annuelle de mai 2021 à mai 2022. Donc, hors abonnement, je suis à 30 000 euros TTC. Voilà, Voilà. Donc là, typiquement, j'ai un vrai sujet chez moi sur ce point. donc c'est rigolo, quoi. T'es venu pour témoigner des C'est économies ça. d'énergie Et au et final, je suis tu mauvais. vas finir à appliquer nos conseils, quoi. D'ailleurs, Ouais, j'ai une question. est-ce que du coup, je peux donner quelques conseils? Je suis à 5 euros par an. Ouais. Alors j'ai juste une question, du coup tu vas peut-être pouvoir y répondre à ce moment-là. Parce que vu que j'ai domotisé la maison et puis aussi essayer de moduler la température en fonction est-ce qu'on est dans la maison ou pas, en termes de conseils sur la différence de consigne quand la maison est habitée entre guillemets et, quand il y a personne parce que les enfants sont à l'école et nous pas en télétravail, quelle est la différence de température optimale pour que justement la consommation, la surconsommation à la rechauffe en fin de journée ne vienne pas complètement absorber les économies qu'on a pu faire en baissant le chauffage le reste de la journée. C'est une question pour moi, pour Pour toi ou Johan. pour Johan, je sais pas, mais en tout cas c'est une vraie question. Et je pense que Euh, ça intéressera les. Alors, sincèrement, c'est compliqué parce que là, ça dépend vraiment en fait de l'isolation de ton logement, de l'inertie thermique, de plein de paramètres. Donc moi, je peux pas donner une réponse catégorique. C'est 1 degré de différence, 2 degrés de différence. Ça dépend évidemment de pas mal de paramètres, la température extérieure notamment. Donc je peux pas te répondre. Ok. Par contre, je pense que le fait, comme toi, d'avoir équipé en fait, d'avoir équipé ta maison et de pouvoir justement suivre ces choses-là et de toi-même tester, en fait, bah, toi, tu as en tout cas les armes pour espérer optimiser cette rechauffe-là. Moi, tu vois, je ne suis pas équipé, j'ai juste un petit radiateur, entre guillemets, à la main. Donc moi, j'aurais plus de mal à faire ça. Ouais, justement, parce que le piège là-dessus, c'est de se dire, alors soit je coupe tout, mais après derrière, au moment où on arrive, bah, les gens ils ont très froid, alors du coup ils mettent à fond le chauffage pour que ça réchauffe vite, et alors du coup il y a une surconso. Il faut lutter contre l'inertie. Voilà, donc c'est des pièges comme ça, effectivement. Adrien a bien résumé le jeu de paramètres. Il faut voir après en fonction de chez soi, est-ce qu'on perd beaucoup de temps à réchauffer des murs qui sont froids ou pas, par exemple. Alors moi j'ai pas trop de soucis là parce que j'ai plus besoin vraiment de chauffer. Alors j'ai dit j'ai déménagé dans un appart où ils ont fait, pas sur toutes les faces d'ailleurs, mais sur les deux faces nord. Enfin, il y avait nord-est, nord-ouest. Ils ont fait une isolation sur l'extérieur. C'était pas parfait pour autant, parce que les murs, lui, étaient bien isolés, mais j'avais encore des défauts. Alors justement, je donne les quick hacks qui coûtent pas cher, mais qui permettent de gagner. Euh, Déjà, j'ai changé ma porte d'entrée. Alors, il y avait un intérêt isolation du bruit aussi hein, dans un immeuble, porte blindée, mais en plus isolation. Voilà. Donc déjà, j'ai une déperdition en moins par rapport à ça, parce qu'il y a double joint sur ma porte d'entrée. Bon, là, c'est pas donné de changer sa porte, mais bon, j'ai gagné pas mal là-dessus. En vraiment pas cher, moi je suis dans un appart des années 70. Il y a ce problème-là dans les années 70 et 80. On peut avoir un mur porteur. Je vais faire en gros sur l'image, si on me voit, un mur porteur. On peut avoir un petit mur de briques ou de placo, et on peut avoir de l'air qui circule entre les deux. Et cet air qui circule entre les deux, il peut ressortir froid dans les prises électriques. Et donc, on se retrouve à avoir de l'air qui rentre quelque part, par exemple au niveau de la fenêtre. C'est pas forcément bouché par les joints, ça circule derrière les murs, ça ressort par les prises électriques. En fait, on se retrouve avec des murs froids. Donc, comme si c'était des radiateurs de froid, et c'est de l'air qui vient de l'extérieur. Et ça, c'est une horreur. Et en fait, sur une pièce, en refaisant, donc c'est au moment où on le fait, au moment où on fait sa peinture ou sa tapisserie, ça vaut le coup. Alors, toujours précaution d'usage en coupant l'électricité au niveau du disjoncteur, etc. Mais c'est de regarder ce qui se passe au niveau des prises électriques. Et donc, en mettant des prises étanches, ça vaut 1,50 €. En changeant et en faisant, en étanchéifiant ces prises, si on sent qu'il y a de l'air qui passe. Moi, dans la pièce où je l'ai fait, j'avais le thermomètre justement, toujours pour pouvoir mesurer. J'avais le thermomètre, j'ai gagné 2 degrés en une seule journée dans une pièce où j'ai changé les prises. Et à l'extérieur, il n'y avait rien qui changeait, hein. C'était la même température extérieure. Voilà. 2 degrés, 1,50 €. Waouh. Voilà. Donc ça, c'est du pas cher. Dans les immeubles années 70-80, voilà, on peut avoir ce genre de problème. En tout cas, faites le test à la limite un jour où il fait froid, il fait vraiment froid dehors, vous coupez votre compteur, vous ouvrez vos prises, vous passez la main si vous sentez qu'il y a du froid qui rentre, et ben voilà, vous avez un problème. Vous avez un problème à résoudre. Après, vous remettez votre prise, vous dites, ben voilà, vous identifiez le moment où vous le faites, changement de tapisserie, changement de peinture. En tout cas, là, il y a de la grosse déperdition.
En gros conseil aussi pour gagner, ben, parmi les gros apports d'énergie qui arrivent, c'est le soleil par les fenêtres. Et donc, le conseil des anciens, c'était d'avoir en hiver des rideaux foncés. Parce que voilà, c'est comme quand on est habillé en extérieur avec des vêtements noirs, on attrape la chaleur. Ben là, c'est la même chose. Donc, en été, on met des. À l'époque, les anciens, ils changeaient les rideaux. Pour cette raison-là, les rideaux d'été, ils étaient blancs. Ça remettait de la chaleur à l'extérieur. Et l'hiver, on met des rideaux noirs, enfin des couleurs foncées. Ça absorbe la chaleur et ça la tient un moment dans l'appart. Voilà, donc, ou la maison. Voilà, donc les rideaux lourds, sombres l'hiver, c'est parce que ça capte la chaleur qui vient des fenêtres et ça va la diffuser lentement après dans le logement. Ça, c'est les petits trucs. Et puis alors aussi, pareil, toujours dans le truc important, c'est les tours de fenêtre. Donc c'est penser aux joints. Donc c'est pas cher non plus, hein, c'est 15 € le tube de joint, mais c'est joint acrylique autour du cadran de fenêtre. Et puis vérifier les joints, les petits joints qu'il y a sur les fermetures, parfois au bout de 5 ans. Donc ça, c'est des trucs qu'on peut faire en tant que locataire, hein, il n'y a pas de problème. Et on peut avoir pas mal de déperditions là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que l'appart ou la maison doit être étanche. Il y a des entrées de VMC, etc. L'air ne rentre que par là, mais ça ne veut pas dire que ça passe partout, que ça passe derrière les murs, que ça fait des murs de 2 mètres de froid, etc. Voilà, donc faut penser à ces petites choses-là, ça coûte pas bien cher et on peut avoir de gros gains. Il y a un autre levier dont tu n'as pas parlé, et que pour le coup j'utilise aussi, c'est le sujet des volets. Par exemple, donc j'ai un volet roulant sur la baie vitrée au niveau du salon, et en fait, du coup, avec la domotique, je l'ai programmé pour que ça ferme automatiquement le volet quand d'une part il fait nuit et que la température est en dessous d'un certain niveau à l'extérieur, pour essayer justement d'avoir cette barrière d'isolation supplémentaire. Super, bah merci beaucoup pour vos précieux conseils, c'est super les gars. Et il y a Régis hein, qui est effectivement qui est un expert du sujet et qui accompagne pas mal de personnes, qui effectivement fournit je pense un hack sur la partie optimisation de la réchauffe. Il propose du coup de baisser la température. Enfin non, il dit la règle pour la baisse de température est de couper, mais de pouvoir programmer la réchauffe sans augmenter la température des émetteurs de chaleur, les radiateurs. Voilà. Très bien. Bah, Ah, merci pour ces commentaires-là. Je pense qu'on pourra revenir dans les témoignages, peut-être sur la partie chaleur. Euh, alors, il y a un autre point, donc là on est au point numéro 3, c'est supprimer les consommations inutiles à isoconfort. Donc là, c'est même pas une question de remettre en question son mode de vie. En fait, il y a pas mal de consommations inutiles hein, chez vous. Donc, premièrement, éteindre les appareils non utilisés excusez-moi, avec une multiprise. Donc, moi, chez moi, là, tu peux témoigner, j'ai des multiprises. J'essaie de tout foutre dans un panier là, dans le salon. Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, on peut aussi couper l'électricité lorsqu'on est absent. Donc, moi, je le fais carrément au niveau du compteur. Je fais tout, sauf évidemment le frigo, si je veux garder la nourriture. Et vous, si vous avez des portails, ou des volets roulants ou des alarmes, bah, évidemment, faites attention, ne coupez pas ces postes-là. La VMC aussi. La VMC, mais ça c'est bien en fait d'aller voir votre compteur parce que je pense que c'est aussi une bonne pratique, ça vous permet un peu de vous intéresser à ce que vous consommez dans la maison. Et pour information, c'est loin d'être négligeable. Donc j'ai refait pareil les calculs avec les derniers TRV. Donc le tarif réglementé de base, hein, tarif réglementé de vente, excuse-moi, je reviens sur ce que tu disais, c'est le tarif le moins cher qui existe à l'heure actuelle et qui fluctue le moins. Donc nous, c'est vrai qu'Adapt, en ce moment, le marché est très perturbé. On a plutôt tendance à recommander, en tout cas, d'aller sur ce tarif-là si vous avez, en tout cas, si vous êtes inquiet pour votre budget. Et justement, avec ce TRV, donc au minimum, la consommation des appareils en veille, ça représente entre 40 et 143 euros par an. Alors là, j'ai pris une différence entre le TRV et le tarif d'électricité le plus cher, et les bornes min et max des appareils en veille, et de tout ce qu'on peut aller en fait chercher comme optimisation. Alors moi, du coup, via la domotique, où du coup, quand je pars, tout se coupe. Enfin, hormis la VMC, je garde quand même la box internet pour pouvoir communiquer avec la box domotique. Moi, j'ai observé du coup sur les relevés Enedis, je suis sur une consommation plancher de 150 watts l'été.
en termes de puissance consommée. Ouais. Et donc ça recouvre le frigo, la VMC et la box internet. Ouais. Et du coup, quand on se connecte avec notre compte sur Enedis, on a donné le lien a été donné tout à l'heure, ça vous permet de savoir quand vous n'êtes pas là, quelle est votre consommation plancher. Et donc là, effectivement, l'enjeu, c'est de baisser au maximum cette consommation plancher pour que il y ait le strict nécessaire qui soit en fonctionnement quand l'appartement ou la maison, enfin en tout cas quand le logement est inoccupé. Ok. Bah oui, ça c'est une bonne façon. Moi aussi, je m'amuse à faire ça en fait avec le suivi Enedis. En fait, je regarde, j'essaie de tout couper. Et puis effectivement, moi j'ai comme ça pu mesurer la consommation de mon frigo en pleine canicule. Et je me suis rendu compte que, enfin, j'ai eu une bonne surprise. Je me suis rendu compte que c'était pas tant que ça. Très bien. Alors, je vois qu'on a une question de Bebounani, Ami, pardon. Est-ce qu'Adap participe au défi Déclic? Je sais pas ce que c'est. Donc, n'hésite pas à me redire dans le chat, nous expliquer ce que c'est. Puis on essaiera de te répondre. Ensuite, alors la partie suivante, c'est optimiser l'efficacité énergétique des nouveaux appareils. Alors ça, on a eu quelques débats parmi les adapteurs à ce sujet. Alors, je vous redonne les ordres de grandeur. Donc, vous avez évidemment chez vous de très nombreux appareils électriques, ou on va dire d'appareils enfin, qui consomment de l'énergie, notamment des chaudières gaz, si vous êtes chauffé au gaz, par exemple. Pour ça, il faut avoir les bons ordres de grandeur. Il faut savoir que 59% de la consommation des ménages en France, en moyenne, c'est le chauffage. Ensuite, on a 21% de la consommation, c'est l'eau chaude. Donc, je ne vise personne, hein. Je ne vise personne autour de cette table. Si vous avez, si vous avez, enfin voilà, si vous pensez que votre système de chauffage n'est pas performant, c'est certainement la première chose à faire, aller chercher en fait un équipement de chauffage eau chaude plus performant. Alors merci pour le commentaire, Régis, je ne connaissais pas. Ensuite, il y a le froid alimentaire, donc jusqu'à 400 kWh par an. Enfin, moi, personnellement, j'ai vérifié et je pense nos propriétaires ont acheté un très bon frigo parce qu'ils consomment assez peu. Ensuite, il y a l'autre électroménager. Alors, comment faire pour choisir en fait un appareil électroménager qui consomme moins, qui soit plus efficace énergétiquement? Méfiez-vous quand même des labels poussés par l'industrie, parce qu'avec le Dieselgate, on a bien vu que parfois il y a des conflits d'intérêts dans ce type de système et que ça ne reflète pas du tout la réalité. Là-dessus, c'est très facile. Franchement, UFC Que Choisir, 60 millions de consommateurs. Ils publient un magazine, je pense, par mois en moyenne. Et en fait, dedans, il y a tout. Ils font tous les tests avec tous les critères. Ils font des vrais tests en conditions réelles. Donc voilà, si vous voulez chercher un nouveau chauffage, frigo, vélo électrique, peu importe, allez en fait acheter les numéros en ligne ou les articles dédiés sur ces sujets-là. Et ensuite, d'un point de vue écologique, mais là, je pense qu'on est un peu sur vraiment l'optimum de l'optimisation écologique. Évidemment, construire des appareils, ça pollue, parce qu'il faut en fait extraire des matériaux, les transformer, les transporter. Tout ça, ça pollue. Et puis il faut aussi en fait recycler en fait l'appareil usagé que vous allez jeter. Donc il y a aussi la question de la réparation que vous pouvez faire pour allonger l'électroménager. Et vous pouvez aussi penser seconde main. Alors là-dessus, je veux quand même mettre un modulo, parce que c'est bien d'être en fait de vouloir se mettre à 10 sur 10 sur tous les plans. Il faut faire un arbitrage entre consommation d'énergie de votre équipement et empreinte carbone de l'équipement que vous allez utiliser. Donc par exemple, si c'est un équipement dont vous vous servez extrêmement peu, oui, prêtez-le, échangez-le, essayez de le réparer. Par contre, si c'est une chaudière à gaz, s'il vous plaît les gars, voilà, arrêtez de vous faire des cas sur la conscience. C'est une part énorme de votre bilan carbone. Allez changer en fait votre chaudière pour passer à une plus efficace. Voilà. Et d'ailleurs, il y a quelques solutions qui existent, hein. Il y a Murphy, il y a Dartimax qui propose des différents services de réparation des équipements. Donc, ça peut être intéressant aussi pour vous, pour le voir. Je sais que moi, je suis nul en électroménager. Quand j'ai un problème, en général, je vais sur YouTube chercher des tutos. Je les trouve pas forcément. Et donc, c'est vrai que rien que pour moi, tu vois, j'ai pas forcément beaucoup d'électroménager, mais j'ai très sérieusement en fait considéré Dartimax, parce que je me dis, la promesse, je trouve elle est quand même top.
Mais je l'ai pas encore testé, donc je peux pas vous dire. Mais dites-moi dans le chat si ça vous intéresse. Alors, avant-dernier point, c'est la sobriété énergétique pour les plus ambitieux. Alors, qu'est-ce que c'est que la sobriété? En fait, alors j'ai plus la définition Larousse exacte en tête. L'idée de la sobriété, c'est de remettre en question nos usages énergétiques et de se demander si finalement, plutôt que d'aller chercher la voiture la plus efficace possible, est-ce qu'on pouvait pas moins utiliser notre voiture par exemple. Donc, par exemple, prendre sa voiture pour faire 5 km pour aller chercher du pain, est-ce que finalement on peut pas le faire enfin, tu vois, à vélo? Est-ce que, enfin, c'est cette idée de remettre en question en fait nos usages énergétiques. Et donc moi j'ai pris une photo en 2019 qui d'ailleurs a été reprise sur les réseaux sociaux, donc j'ai la rage parce que ça a buzzé à mort. Il y a même des journalistes qui ont fait un article sur ma photo et ils m'ont même pas cité. Mais j'ai pris une photo effectivement de EDF qui en 2019 faisait de la publicité pour les économies d'énergie avec des écrans lumineux au milieu de l'été dans une gare à Paris complètement vide. Alors là, je pense que c'est quand même l'apothéose du n'importe quoi. Donc du coup, voilà, je sais que moi, je m'interroge vachement sur mon mode de vie, sur ce que j'ai envie de faire. Donc ça implique aussi des questions de transformation sociale. Mais par exemple, voilà, moi, je fais le choix de moins utiliser la voiture, de peut-être remettre en question certaines pratiques. Par exemple, je considère que le fait de ne plus vouloir prendre l'avion, ça rejoint la sobriété. Ça veut dire en gros, voilà, j'ai les moyens de le faire, mais je fais entre guillemets un sacrifice pour pas le faire. Euh, voilà, donc si vous avez des exemples de sobriété, n'hésitez pas à les partager. Je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant qui peut vous permettre d'aller encore plus loin dans la remise en question voilà, de vos consommations énergétiques, quoi. En gros, l'idée, c'est de dire qu'on a peut-être des niveaux de confort très très importants parce on a eu accès jusqu'à maintenant à une énergie qui est assez peu chère. Maintenant, avec la raréfication des ressources et la fin de l'abondance, on en parlait hein, tout à l'heure, quand on voit effectivement les bastons qu'il y a dans les stations-service pour s'approvisionner en carburant, enfin moi, ça me fait en tout cas vachement réfléchir sur ça. Donc, je sais pas si, enfin peut-être que Nicolas, Johan, vous allez témoigner là-dessus ensuite. Non, mais il y a un vrai sujet et effectivement les collectivités locales sont en train de s'emparer de ces sujets-là. Enfin, on commence à voir, dans les différents conseils municipaux, petit à petit, les présenter les différents plans de sobriété énergétique, présentés par les communes. Parce qu'effectivement, c'est un énorme enjeu. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on parlait de, ce qu'on peut faire nous, à titre individuel, chacun, dans son logement. Là, on voit que, bah, en fait, c'est pas nous qui avons la prise, d'un point de vue, individuel, en termes de comportement individuel, mais on a la prise en tant que citoyen auprès des collectivités et les enjeux sont énormes. Si tu veux bien, je peux donner quelques chiffres sur deux exemples de communes et les impacts que ça peut avoir et ensuite comment dire, les actions qui peuvent être mises en place en face. Par exemple, sur une communauté d'agglomération en Ile-de-France, la communauté d'agglomération de Val d'Hier ou de Val-de-Seine, la consommation de gaz est passée de 500 000 euros l'année dernière, elle passe à 2,5 millions d'euros prévus pour l'année prochaine. On parle quand même d'un coefficient multiplicateur qui est énorme. À ça s'ajoute environ 400 000 euros d'électricité au niveau de la commune. Donc ça veut dire qu'on est sur un total énergie pour cette communauté d'agglomération à 2,9 millions d'euros. À titre de comparaison, elle lève en termes de taxes foncières sur le bâti, avec les propriétaires des appartements et des maisons sur l'agglomération, 3 millions d'euros. Ça veut dire que l'intégralité de la taxe foncière part dans l'énergie, alors qu'auparavant, c'était qu'une petite partie de l'énergie, enfin, l'énergie représentait une petite partie du budget, mais là, ça a complètement explosé. Et c'est en lien aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le prix de l'énergie qui augmente pour les particuliers, et c'est encore plus fort pour les communes ou aussi pour les professionnels. Une autre commune dans la Drôme, une petite commune environ un peu moins de 5000 habitants, qui a pour 200 000 euros d'énergie en 2022, qui prévoit dans son budget 2023, avec les augmentations de prix, plus 300 000 euros. Ça va monter à 500 000 euros. Donc on voit que c'est plus que doublé dans leur budget. Et à titre de comparaison, un point de taxe foncière
dans cette commune, c'est 80 000 € de recettes. Ça veut dire que, grosso modo, si le maire, le maire est confronté à un dilemme, c'est-à-dire que il a à la fois sa consommation, mais aussi ses recettes. C'est-à-dire que s'il souhaite faire peser sur ses concitoyens qui contribuent à la taxe foncière sur sa commune, c'est 3% d'augmentation de taxe foncière pour sa commune l'année prochaine. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire entre 200 et 250 € par an par personne, par foyer contributeur. C'est quand même énorme. Et ça s'ajoute à tout ce qu'on disait tout à l'heure sur l'impact de la crise énergétique. Là, ta photo est quand même très révélatrice. Et bon, là, tu étais sur un sujet privé avec la publicité, etc. Mais la commune peut avoir des leviers dans son plan de sobriété pour empêcher ça, mais ça va pas impacter son budget à elle. C'est-à-dire que, en l'occurrence, ça va être des éléments qui vont permettre de réguler et de faire baisser la consommation d'un point de vue global. Elle, ses leviers, ça va être quoi? Ça va être la température dans les écoles. C'est déjà quand même très limite. On a déjà vu des communes qui ont acheté des plaids ou des polaires pour leurs enfants. Enfin, tu en parlais aussi tout à l'heure sur les moyens que peuvent avoir les écoles pour les enfants qui sont scolarisés. Donc voilà, enfin, c'est pas forcément les meilleurs moyens. Il y a d'autres éléments qui sont en train d'être faits, par exemple aussi d'éteindre la lumière dans l'espace public pendant une certaine heure. Par ailleurs, ça a aussi un impact sur la sécurité. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut penser, au final, quand c'est éclairé, eh bien, les cambrioleurs sont plus libres parce qu'en fait, du coup, ils voient, alors que quand c'est dans le noir, une lumière qui apparaît en plein milieu d'une rue, bah, en fait, elle se détecte plus facilement. C'est des petites choses comme ça, on n'y avait pas forcément pensé, mais qui, du coup, ont aussi un impact. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont à mener au niveau des collectivités pour justement aider à cette sobriété, quoi. Ouais, juste t'interrompre parce que je sais que parfois certains de nos spectateurs en fait ils suivent le live sur leur pause entre midi et deux. C'est pas beaucoup de temps, mais ça je pense qu'effectivement on y reviendra. Je pense que pour résumer en fait en deux mots, l'augmentation du coût de l'énergie, même si en tout cas en France on est assez protégé au niveau des particuliers avec le bouclier tarifaire. Cette augmentation de l'énergie qui par exemple touche les collectivités comme tu l'as dit, ça va un jour ou l'autre retomber sur les impôts quoi. Donc n'hésitons pas à moins consommer. Et peut-être en dernier, puis après je vais passer quand même au témoignage parce que j'aimerais quand même que les spectateurs puissent avoir le temps de vous écouter. Le dernier point, c'est d'aller chercher des subventions et de l'aide. Alors évidemment, c'est plus simple pour les propriétaires. Enfin, moi j'en parlerai si vous voulez après. Ça dépend évidemment des pays et des régions. Donc je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui sont en Suisse ou en Belgique, mais vous avez certainement des choses semblables. Là, il y a une astuce, c'est passer en tout cas par les réseaux conseil énergie. Enfin, je ne sais plus c'est quoi le terme précis, là j'ai un trou. En gros, l'ADEME structure en fait des agences locales de conseil sur la rénovation énergétique. Moi, par exemple, à Paris, j'ai pu bénéficier du réseau FAIRE, F-A-I-R-E, qui en fait, c'est une espèce de hotline en fait. Voilà, c'est des gens qualifiés, on les appelle, on explique nos problèmes et ils nous orientent en fait vers les bonnes actions, les bons intermédiaires. Moi, je ne suis pas propriétaire, donc en fait, c'était très compliqué d'impliquer mon propriétaire sur ce petit chantier. Voilà, mais vous pouvez le faire. Après, il y a aussi des sociétés privées qui en fait peuvent aussi vous aider en fait à vous accompagner vers les bons certificats d'économie d'énergie pour en fait toucher derrière les bonnes subventions en fonction d'où vous habitez. Nous, en tout cas, on est indépendants. On a l'impression on a un certain lien avec vous, les adapteurs et en général les gens qui sont intéressés par les économies d'énergie. Donc, si vous avez des questions ou des besoins d'aide, nous, on peut en fait vous aider, vous orienter vers pourquoi pas les bons partenaires, vous aider à vous poser les bonnes questions, créer des outils peut-être pour vous filer des conseils plus pertinents. Donc, s'il vous plaît, faites-nous vos retours à ce sujet. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé, je suis désolé. On va passer maintenant au témoignage, c'est mon choix. Donc je reviendrai après, hein, sur mon témoignage, parce que je pense que les gens en ont marre de m'entendre parler. Et du coup, je vais donner la parole peut-être à Johan d'abord, parce que je connais pas son agenda, peut-être qu'il doit nous quitter avant. Johan, la parole est à toi. Ok, alors bon, on a parlé beaucoup de trucs. Je voulais revenir du coup, juste
exactement compléter ce que tu as dit. J'approuvais vraiment totalement le discours au niveau de l'électroménager, l'arbitrage aussi entre l'ancien ou le neuf, parce qu'il y a l'aspect CO2, il y a l'aspect conso. Je voulais parler de mon. Alors, c'est très très bête, je voulais parler de mon frigo. En fait, alors je devais me rééquiper, c'était suite à une rupture, donc voilà, l'objet de la réparation ne se posait pas. Et j'étais effectivement donc que choisir 60 millions de consommateurs. Bonne idée, ça m'a donné les bons pointeurs. Il faut savoir un truc, c'est qu'ils testent 10, 15 modèles. Ils n'ont pas toujours les références changent. Des fois, c'est des références qui sont liées à certaines marques, sans les citer, mais certaines enseignes de distribution. On a quasiment le même modèle, mais pas tout à fait la même référence, selon si on va chez Darty, Conforama, Carrefour, etc. Donc, du coup, ça peut donner les pointeurs et surtout on ne trouvera pas forcément la référence exacte, mais surtout la cible de consommation. Donc, les kilowatts, ça parle à pas grand monde. Pas oublier de faire, alors c'est du niveau de maths de collège, mais faire la conversion en euros par an. Et derrière, regardez, il y a des écarts énormes qui se jouent en centaines d'euros par an potentiellement. Voilà. Donc ça vaut vraiment le coup de regarder ça, de convertir en euros et de choisir ça au niveau des modèles, même s'il y a des petites variations de référence. Et du coup, on peut arbitrer ça au niveau du prix d'achat, parce que parfois on peut se dire, ouais, mais celui-là il coûte 200 euros plus cher. Bah oui, mais s'il coûte 100 euros de moins par an, c'est vite rentabilisé. En fait, il faut regarder, en gros, c'est misé sur combien de temps l'appareil va me durer. Donc moi, je sais que j'ai mis un peu cher dans mon frigo, mais je savais que j'étais rentable s'il me durait au moins 4 ans. Bon, bah 4 ans, c'est pas un pari permanent de se dire que mon frigo va tenir 4 ans, quoi. Faudrait vraiment pas avoir de chance pour qu'il ne tienne pas 4 ans, quoi. Donc voilà, c'est un arbitrage qu'il faut faire là-dessus. Par contre, si on voit qu'effectivement, il faut mettre plus cher et qu'il faut 25 ans pour le rentabiliser, bon, c'est pas pertinent. Voilà. Donc, faut penser un peu ça, c'est du maths de collège, hein, ça va pas chercher loin. Et puis, effectivement, le côté réparation, surtout sur des appareils qu'on n'utilise pas souvent, ça a été mis dans le chat. Moi, je le pratique un peu parfois, les répars café. Le tuto YouTube, ça aide. Des fois, on répare. Moi, j'ai réparé un sèche-linge pour 5 euros. Enfin, voilà. Ça peut valoir le coup. Il y a un truc aussi très bête. Quand tu as parlé du chauffage, c'est le poste le plus important. En hiver, alors on sait que c'est l'inverse en été si ça ne nous plaît pas, mais en hiver, chaque appareil qu'on utilise, qui consomme, il participe au chauffage dans le logement. Donc, pour tout ce qui n'est pas évacué dans les égouts, c'est-à-dire quand on fait tourner un lave-linge, on génère de la chaleur qui est évacuée dans les égouts, ça c'est perdu. Mais si on utilise une télé, un grille-pain, quand on utilise le grille-pain, en fait, la chaleur qu'il émet, bah, c'est du chauffage en moins si à côté c'est régulé. Donc, ça vaut le coup d'avoir de la régulation de température. Donc, si on a soit en électrique, domotique, etc., mais sinon aussi sur ce qui est gaz avec des régulateurs qu'on positionne thermostat, thermosensible, je ne sais plus comment on dit, voilà. Et puis sinon, voilà. Donc, si par exemple, moi je sais que j'utilise beaucoup le séchage on va dire naturel, le tankerville devant le soleil, la plupart de l'année, ça marche. Parfois, si vraiment j'ai mal géré mes lessives et que il fait trop froid, trop humide et que du coup ça marche pas, j'utilise le sèche-linge. J'ai un sèche-linge à condensation, je récupère l'eau chaude. L'eau chaude, je la mets dans un bocal, ça me fait de la chaleur que je positionne à droite à gauche dans l'appartement. Voilà. Donc toujours on peut réutiliser toute la chaleur qui est générée dans l'appartement. Elle se diffuse et si elle va naturellement dans les égouts, ben, l'idée potentiellement c'est de la récupérer. De toute façon, elle est dépensée. Donc voilà, je disais, si je suis à 5 euros de chauffage, beaucoup d'isolation, hein, mais 5 euros de chauffage par an, et je suis à plus de 20 degrés en général. Voilà. Donc, le fait d'être en appartement, ça aide. Le fait d'avoir une isolation sur l'extérieur sur deux faces, pas sur toutes, mais sur deux faces, ça aide. Mais voilà, il y a aussi toutes les astuces dont on a parlé. Super, bah, merci beaucoup pour ce témoignage, Johan. Peut-être que si on écrit un article ensuite, enfin dites-nous si ça vous intéresse d'avoir un article résumé, mais peut-être qu'on mettra effectivement tes quelques chiffres clés, si tu peux partager aussi peut-être ta consommation en kilowattheure, des choses comme ça pour donner des ordres de grandeur. Je vois qu'effectivement il y a quelques conseils là qui passent dans le chat, c'est super. Du coup, je vois juste le nombre de spectateurs qui commence tranquillement à décroître. Donc je te passe la parole, Nicolas, si tu veux bien. Ouais, très rapidement, parce que j'ai donné déjà quelques éléments tout à l'heure. En gros, quand on a emménagé dans notre nouvelle maison, c'était il y a un peu plus de 5 ans. Dès le démarrage, on avait pas mal de travaux à faire. C'est-à-dire que dans la partie travaux, j'avais intégré l'aspect eh bien domotique avec des prises connectées et des scènes et des routines qui sont organisées autour de cela.
Donc ça veut dire que le chauffage va être régulé. Alors, du coup, j'ai une chaudière qui est pas du tout efficiente, donc pour le coup, l'impact est très mineur. Mais par contre, sur la partie consommation d'électricité, eh bien, le volet roulant va être, enfin, est domotisé, donc du coup, il s'ouvre, il se ferme à certaines heures. C'est-à-dire que du coup, le soir, comme je disais tout à l'heure, l'hiver, pendant qu'on est en train de dîner, le volet est en train de se fermer automatiquement en fonction de la température extérieure. Quand on n'est pas là, les prises sont éteintes et donc tout ce qui est télé, produits enfin tout ce qui est produit électrique qui n'a pas lieu d'être alimenté pendant notre absence sont effectivement éteints. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai réussi à baisser la consommation plancher à 150 watts. Donc j'imagine, après il faut réussir à comparer avec une autre maison de 90 mètres carrés en cas d'absence. Donc si des gens ont la possibilité de regarder pour pouvoir savoir si effectivement 150, il y a encore une marge de progression ou si au contraire déjà j'ai atteint un espèce de plafond de verre en termes d'économie sur ce point-là. Et il y a eu aussi une période où je chargeais les deux voitures, parce qu'on a deux voitures électriques, les deux voitures en même temps. Là, du coup, j'essaie d'agir un peu différemment et de programmer les recharges un peu différemment pour essayer d'optimiser au maximum. Donc ça, c'est des petites choses, mais qui, du coup, essayent de faire que la consommation est plutôt moindre, dans un souci à la fois d'économie et également d'impact. Super. Merci beaucoup pour ce témoignage. Johan, si je te laisserai la parole juste après. Je veux juste terminer alors, ok, super, ça commande pas mal. Je veux juste terminer avec le témoignage de Martine. Donc, merci. Je ne sais pas si Régis est toujours là. Donc, je vais le lire. Bonsoir Adrien, voici mon témoignage. Je suis retraité et vis seul maintenant dans un appartement d'une centaine de mètres carrés, au premier étage d'une petite résidence datant de 1980, chauffée par des convecteurs électriques à inertie sèche ou fluide en fonction des pièces. Donc on voit que Martine connaît bien ces équipements. J'ai décidé de réduire ma consommation d'énergie pour des raisons écologiques et financières, motivées par Régis qui proposait des conseils personnalisés dans ce but en venant sur place. Régis m'a conseillé plusieurs choses. 1. Réduire le flux de ma VMC en surveillant le taux d'hygrométrie de mon appartement, en changeant mes bouches de VMC de la cuisine, salle de bain et water. Deuxièmement, refaire des joints au niveau de certaines fenêtres et porte-fenêtres, changé en 2010. Donc là, ça rejoint ce que disait Johan sur l'isolation, en tout cas des boiseries, menuiseries. 3. Être vigilante au niveau du cumulus, dont le thermostat ne pouvait pas se régler, en évitant qu'il produise régulièrement une eau trop chaude en le connectant avec mon application Shelly sur mon smartphone. Donc ça, Shelly, je veux bien que vous mettez le lien dans le chat, ça peut être une solution intéressante pour certains auditeurs. 4. De diminuer la température des pièces. Je n'ai pratiquement pas chauffé les chambres. J'ai acheté une couverture chauffante que je mettais seulement pendant une demi-heure avant de me coucher. La température de mon séjour n'a jamais excédé 18,5 degrés en baissant le chauffage pour la soirée et la nuit. J'ai lu et regardé la télévision avec une couverture et parfois une bouillotte. Ensuite, je regroupe les cuissons. Lors de mes absences, je coupe le cumulus, ma box internet, ma télé, mon micro-ondes. Alors là, c'est en gras. J'ai suivi ces préconisations depuis novembre 2021 comme un challenge qui a réussi puisque j'ai économisé du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2022 3600 kWh. Sincèrement, c'est énorme. C'est monstrueux. Je pense qu'on a une championne. Ça fait 720 € par an au TRV. Donc, alors, sur la consommation, donc j'ai consommé du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2022 3328 kWh par an. Donc, pour un appartement chauffé à l'électricité, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Enfin, en tout cas, Martine, elle me bat à plat de couture. Donc, bravo Martine. Alors là, on a souligné, merci à Régis pour tous ses conseils. Donc, j'espère que Martine et Régis, vous êtes toujours dans l'audience. Après, on a un post-scriptum important. Je précise que je me suis absenté pendant l'hiver et que j'ai résilié mon option heure creuse, heure pleine de mon contrat qui ne m'apportait pas d'économie. Ça rejoint ce que tu disais sur la question tarifaire. Sur la question tarifaire.
Alors aujourd'hui, le but, c'est pas de faire effectivement la liste des options tarifaires. Il y a 2 sujets, je pense, mais on a déjà fait des lives dessus, des articles, donc je vais plutôt renvoyer les auditeurs vers ça. On a effectivement fait un article sur le fait que vous puissiez, enfin, si vous n'êtes pas au tarif réglementé de vente, il est possible que vous soyez actuellement chez un fournisseur alternatif qui a probablement, enfin, qui peut avoir augmenté très fortement les prix. Donc, si vous êtes chauffé à l'électricité, ça représente plus de 1 SMIC par an, entre si vous êtes sur un appartement chauffé à l'électricité ou une maison chauffée à l'électricité. Donc, première optimisation tarifaire, attention à votre type de contrat. Il y en a d'autres après, hein. Il y a la puissance souscrite, etc. Mm. Et deuxième chose, effectivement, sur le contrat heure pleine, heure creuse, qui historiquement est quand même très peu rentable. Et en fait, maintenant, avec la nouvelle mise à jour du tarif et de ces différences en fait, entre les différentes variables par rapport au tarif réglementé de vente, il est un peu plus attractif. Mais ce que vous pouvez gagner, ça se chiffre, enfin voilà, c'est en général 50 €, quoi. Donc c'est pas non plus grand-chose. Donc là-dessus, faites attention. Voilà, du coup, je vous propose du coup de passer à mon témoignage. Si ça vous intéresse, je vois qu'on a toujours des spectateurs, donc bonne nouvelle. Donc moi, donc j'habite dans un 65 mètres carrés à Paris, dans un immeuble qui est plutôt ancien. Nous sommes 3 chez nous. Que dire d'autre? Ouais, c'est un espèce de duplex, donc il y a la chambre du haut qui est en fait au dernier étage. En fait, enfin, les propriétaires ont racheté une chambre de bonne et ont joint en fait les 2 étages de l'appartement. Et du coup, dans cette chambre à coucher, c'est un peu mon gros problème. Enfin, je l'ai montré à Nicolas. En fait, c'est un cube et en fait, qui donne sur le toit en zinc. Et du coup, les murs sont littéralement glacés l'hiver, excusez-moi, je suis fatigué. Et du coup, c'est vrai que c'est très peu confortable. Donc c'est là en fait où j'ai essayé de concentrer mes actions d'isolation et ça n'a rien donné. Donc sur cet appartement de 65 mètres carrés, je précise que je fais aussi un petit peu de télétravail, comme aujourd'hui. D'ailleurs, ce live Twitch ne sera pas compté dans mes kilowattheures. Non, je plaisante. Alors moi, ce que j'ai mis en place, j'ai essayé en tout cas de mettre en place l'ensemble de ces actions que je vous ai conseillées. Je me suis vraiment concentré de façon très stricte sur le chauffage. On essaye évidemment, quand on s'absente, d'avoir soit la prise électrique. En gros, tous les appareils un peu chiants du salon, j'ai tout mis sur une prise électrique, donc ça c'est facile. On a aussi voilà, un vélo électrique en charge, donc sur un bouton, je peux facilement dégommer pas mal d'appareils en veille. Évidemment, ça on l'a pas dit, mais ça me semble une tautologie pour moi, mais c'est les lampes LED. C'est évidemment les cycles éco pour les lave-vaisselle et les machines à laver, etc., mais qui sont toutes programmées avec Adapt. Je refais un peu de publicité pour Adapt, désolé. Voilà. Donc en fait, grâce à toutes ces actions-là, moi, donc ça, je suis aussi ma consommation avec le compte Enedis. On est à environ 4500 kWh électriques par an. Donc c'est un petit peu moins que la moyenne en fait des appartements chauffés à l'électricité basés de l'ADEME. Alors il y a des éléments qui fait qu'on pourrait être un petit peu en dessous, un petit peu au-dessous, mais bref, ça donne un ordre de grandeur. En termes d'euros par an au TRV, ça représente, moi je consomme 9600, excusez-moi, je suis vraiment très fatigué, 966 € TTC par an. Si j'étais sur l'appartement moyen, je serais plutôt autour de 1300 €. Voilà. Et si on regarde la consommation en kilowattheure, ça représente une économie de l'ordre de 30% par rapport à la moyenne. Donc je pense que les exemples de Nicolas, de Johan, de Martine, de Régis et de moi-même montrent que c'est possible en suivant en fait les bonnes méthodes, même si on est locataire dans une passoire, de pouvoir réduire significativement sa consommation d'énergie. Pour rappel, au niveau européen et au niveau français, les objectifs à court terme de réduction des consommations d'énergie sont de 10%. Donc on sait très bien que tout le monde ne va pas forcément faire des efforts. En tout cas, si une part importante des citoyens comme nous fait cet effort de réduire de façon significative sa consommation, c'est bien pour le portefeuille. Ça évite d'importer de l'énergie fossile d'ailleurs. Ça réduit notre empreinte carbone. Voilà, donc c'est possible, faites-le. Et moi, personnellement, j'ai pas remis en cause mon mode de vie. Comme tu vois, Nicolas, j'habite pas dans une grotte ou une ZAD, quoi. C'est ça.
Super, bah, merci à tous. Donc là, je vous propose qu'on arrête, le live dans 2 minutes. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement plutôt dans 2 minutes et après on peut rester, quelques minutes si, Nicolas ou Johan, vous êtes dispo pour répondre aux questions. Donc en conclusion, pour, réduire rapidement, la pollution de l'électricité, consommée, chez vous, donc là, on va faire un peu notre publicité. Il y a, la méthode électricité, Adapt qui existe. Donc, bravo à nos équipes de développement. On est maintenant disponible sur, les App Store, Android et Apple. Voilà, si vous voulez avoir plus de conseils personnalisés sur ces sujets-là, si le sujet vous intéresse, c'est vraiment la porte d'entrée, en fait, vers, l'univers, Adapt. Ensuite, on a un forum, donc un forum Discord. On a aussi évidemment les réseaux sociaux. Et si ce type de contenu vous intéresse, tout est enregistré sur YouTube. Voilà, donc je vais du coup arrêter l'enregistrement.